C'est parti. Ok, bah écoutez, pour commencer cette rencontre sur la notion d'objection, je vous propose qu'on fasse un petit tour de cercle. Et donc, je veux bien prendre la parole. Je vais répondre à la question comment je m'appelle, où je suis. Je crois que ça se voit. Peut-être rapidement, mais de manière vraiment la plus rapide qui soit, quel est mon lien avec la sociocratie et puis comment je me sens et si j'ai des attentes par rapport à cet atelier. Donc, ça fait 3-4 questions. Donc, Yanis Camus de Rennes en France. Mon lien à la sociocratie. Donc, moi, j'ai été formé par Gilles Charret de Sociogest à l'époque, qui est devenu Sociocracy Group. Voilà, et aujourd'hui, je fais partie du Centre français de sociocratie, je fais partie du cercle de direction et de communication et du cercle agrément. Et je suis premier lien du cercle francophone SOFRA, pour Sociocracy for All francophone. Voilà, et donc je fais partie aussi du cercle supérieur qui est le cercle international. Mais c'est un peu nouveau pour moi tout ça. C'est pas le cercle international, Dani, c'est lequel? Si, c'est ça. J'ai pas dit de bêtises. Je suis juste impressionné par ton pedigree. Ouais, t'as vu? Clac, clac, ça envoie. Et donc, ouais, très, très en attente de ce que vous allez pouvoir apporter sur cette question d'objection, parce que depuis longtemps, je sens bien qu'elle est au cœur de beaucoup de choses, en particulier si on veut sortir des jeux de pouvoir. Je pense qu'elle est vraiment centrale et que tant qu'on n'est pas au clair avec ça, les jeux de pouvoir sont encore possibles. Et c'est ce que j'ai un petit peu vécu, moi, dans ma formation, qui m'a déçu, c'est qu'il n'y a pas eu d'approfondissement là-dessus. Et donc, je suis ravi aujourd'hui de me retrouver avec des experts de cette question. Et je passe la parole justement à Denis, au Québec. Merci beaucoup. Oui, au Québec, à Québec. On n'a pas eu l'originalité de trouver un autre nom pour la province sur la ville. Alors moi, j'ai 11 ans d'expérience en sociocratie. J'habite dans un habitat collectif avec 60 autres voisins. Et on utilise la sociocratie depuis le début. On a été formé non pas par Gilles, mais par un des membres qu'il y avait dans l'organisation qui s'appelait Jean-Marc Perrault. Moi, à la base, je suis un professeur de psychologie, mais j'ai tellement aimé mon expérience avec la sociocratie que j'ai réorienté ma carrière vers la consultation dans les méthodes collaboratives. Aujourd'hui, je travaille dans une organisation qui s'appelle Percolab. Moi, je fais un peu de sociocratie dans ça, et puis on fait aussi d'autres méthodes collaboratives. Je suis aussi impliqué dans l'organisation SOFA, comme Yanis, mais moi depuis peut-être 4 ou 5 ans même. Et dernière chose, je suis aussi impliqué dans le mouvement de la sociocratie 3.0. Alors, j'ai traduit avec des Belges et des Français, comment est-ce qu'on l'appelle, le guide en français. J'ai suivi des formations avec Lily et James. Et puis, je suis très content de rencontrer les nouvelles personnes. La sociocratie mérite d'être disséminée dans le monde. Merci. Ah, puis je voulais juste dire que je me sens très bien. Le mois d'octobre est un mois fabuleux au Québec avec du beau temps, des couleurs, des pommes, etc. Et à qui tu passes la main, du coup, Denis? Je vais passer la main à Nathalie. Merci, Denis. Je ne sais plus exactement ce qu'il fallait dire, mais moi, je suis Nathalie, j'habite à Angers. Angers, c'est dans l'ouest de la France. C'est peut-être le lien avec la sociocratie, je crois, depuis combien de temps? Moi, je me suis formée, je ne sais pas, en 2004, je crois, auprès des Chabreuil, qui ont l'Institut français de l'énéagramme et qui donnent des formations également à la sociocratie. Donc, je me suis formée auprès d'eux en 2004. J'avais déjà un peu expérimenté la décision par consentement, les tours de cercle, etc., dans une association dont je faisais partie de pratique de la communication non violente à Angers. Et puis après, moi, j'étais gérante d'une SARL et après ma formation, on a mis en place justement les réunions stratégiques en mode sociocratique, quoi. Voilà, avec la prise de décision par son consentement, notamment et principalement.
On était une petite organisation, donc on n'a pas travaillé sur la notion de cercle, de premier lien, second lien, voilà. Mais en tout cas, on prenait nos décisions par consentement. Et puis, j'ai rejoint Yanis dans l'équipe d'Alter Ego il y a 4 ans maintenant, je crois. Donc, je me suis formée, j'ai pas mal expérimenté avec lui dans nos réunions, la décision par consentement, l'animation. Et j'ai rejoint le Centre français de sociocratie il y a 2 ans. Donc, je fais partie du cercle je suis animatrice du cercle de direction du Centre français de sociocratie et premier lien du cercle communication. Voilà. Et en ce moment, j'accompagne en tant que consultante 2 organisations dans l'implémentation de la sociocratie. Voilà, à peu près pour moi. Sinon, il y avait comment je me sens aussi, je crois. Je me sens bien. Ouais, voilà, je me sens bien. Il fait chaud chez moi parce que j'avais un problème de chaudière et ça y est, c'est réparé, donc c'est cool. Je suis contente, il fait bon. Et donc, ça va bien et je suis très contente d'être là sur ce sujet qui, je trouve, est passionnant. Et j'ai dit, et je passe la parole à Loubna. Merci Nathalie. Alors, moi, j'ai fait un chemin inverse en fait par rapport à la sociocratie. J'y suis venue d'abord grâce à l'université du Nou, à travers la gouvernance partagée, donc tout ce qui est gestion par consentement. Enfin voilà, on a pratiqué. Enfin, j'arrive plutôt par la pratique. En fait, j'ai pratiqué dans plusieurs milieux associatifs. Cela fait à peu près 4 ans. Et en fait, on s'inspirait beaucoup de l'holacratie. En fait, j'avais suivi une formation sur les best practices et on a essayé d'implémenter ça. Et du coup, en fait, j'ai fait le chemin inverse dans le sens où j'ai découvert la sociocratie après l'holacratie, alors que historiquement, c'est dans l'autre sens. Ce qui m'a intéressée dans la sociocratie par rapport à tout ce que j'ai pu pratiquer dans l'holacratie, qui est vraiment très pratique et enfin, dans son positionnement, c'est en fait comment on amène une proposition, en fait, tout le travail qui est avant, sur la préparation de la proposition. Même si en holacratie, on a une espèce de moulinette qui permet en fait de savoir si oui ou non l'objection est valide et tout ça. Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, dans ma pratique, souvent, on fait face à cette question de est-ce que l'objection est valide ou pas? Parce que, justement, je pense qu'on viendra après là-dessus. Selon, en fait, je pense, où on est le collectif, ou dans son cheminement, en fait, parce que parfois, on n'est pas tous au même point. Et du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup aujourd'hui de voir aussi votre retour à vous et de partager avec vous ce que j'ai vécu dans ce sens. Voilà. Petite question pour Lumna. Tu es praticienne aujourd'hui, tu es aussi professionnelle Oui, alors comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai pratiqué pendant 3 à 4 ans dans le milieu associatif, c'est-à-dire que c'est les associations dans lesquelles j'étais qui fonctionnaient avec donc de ces techniques-là. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que je commence à proposer ça pour des structures ESS. Donc aujourd'hui, j'accompagne des structures ESS. Donc je ne sais pas si c'est la même au Canada, donc entreprise sociale et solidaire, pour implémenter donc des approches un petit peu mélangées, pas forcément sociocratie, mais plus holacratique dans leur gestion. Parce que ce sont des coopératifs qui implémentent justement la gouvernance partagée. Voilà. Ça répond à votre question? Ouais, merci beaucoup. Et tu passes à je passe à Isabelle. Non, Isabelle est déjà... Pardon? Non, c'est bon. Non? C'est parce qu'il fallait juste que je remette mon micro, tout simplement. Bonjour. Donc, Isabelle Douillard, à côté de Nantes. Moi, j'ai une joie de retrouver Yanis, parce que moi, j'ai découvert la sociocratie à ses côtés lors d'une formation. Donc, je suis expert en sociocratie et
Je fais partie du cercle des experts agréés en sociocratie en lien avec le Sociocratie Group. J'ai été pendant 7 ans animateur du cercle des experts agréés. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis formée, que je suis recertifiée. Je suis contente de vous croiser parce qu'on ne se croise pas souvent. Et puis moi, je n'ai pas fait l'effort. Et aujourd'hui, tiens, j'ai saisi une opportunité et ça me fait plaisir. Mon lien, en fait, moi, quand je me suis formée, j'étais dirigeante dans le médico-social. Donc, j'ai emmené une petite équipe à fonctionner. On a implémenté la sociocratie et puis à contaminer petit à petit l'association partout où on pouvait. Puis je suis partie dans une... Voilà, je ne vais pas raconter tout. Et aujourd'hui, je suis donc formatrice consultante. J'ai envie de dire que je fais ce que j'appelle du co-développement apprenant parce que bien évidemment, dedans, il y a de la sociocratie. Ça veut dire qu'au travers de ce co-développement, l'ensemble des principes et des règles de sociocratie petit à petit arrivent. J'accompagne aussi, j'ai envie de dire, des formations autour du pouvoir d'agir et de la coopération, donc dans des collectivités territoriales et la sociocratie en fait partie. Et puis après, j'ai envie de dire des grands groupes, des PME aussi, hein, parce que j'ai travaillé avec Pôle emploi sur la thématique de la décision, Veolia sur sociocratie et santé qualité de vie au travail. Donc, c'est des endroits où, dans quelques petites unités, des choses se sont mises en place. Et puis, voilà, moi, j'accompagne grossièrement le mieux travailler ensemble. Et c'est teinté à chaque fois de sociocratie partout. Et donc, heureuse de pouvoir approfondir ce sujet avec vous. Voilà pour moi. Et je passe la parole à Pierre. Avec ton micro, Pierre. Ouais. Ouais. Bonjour Isabelle, ça fait plaisir de te revoir. Bonjour à tout le monde. Eh ben, écoutez, moi je suis consultant et formateur depuis 2003 maintenant. Je me suis formé à la sociocratie en 2007. J'ai fondé le Centre français de sociocratie avec quelques autres membres et Gilles Charret à l'époque en 2010. J'en suis devenu le président en 2011 et j'ai été réélu président en 2020. Voilà, je fais du conseiller de la formation dans différentes organisations. Je suis content de vous retrouver, de travailler sur cette question qui est sensible. Voilà, je suis un tout petit peu stressé et j'ai plein de trucs à faire avant ce soir. Et donc, je vais essayer d'être le plus présent possible. Mais si de temps en temps, je m'absente un peu, bah, vous me pardonnerez. Voilà. Et je donne la parole à Wivine. Merci, bien prononcé. Alors moi, je m'appelle Wivine Marchandy, je suis située à Waterloo, donc près de Bruxelles en Belgique. J'ai découvert la sociocratie beaucoup plus récemment que vous, visiblement, donc moi en 2017, je pense, avec Guy Veny. Et voilà, moi j'accompagne aujourd'hui, j'accompagne des organisations dans leur évolution, dans leur transition. Et je dirais que la gestion par consentement, je ne sais pas si je peux dire que je suis vraiment dans des projets sociocratiques, je l'utilise plutôt comme, enfin, je l'amène plutôt dans les organisations comme une des manières de prendre une décision différente de ce qu'on a fait d'habitude, qui est le vote à la majorité. Sachant que j'adore en fait la gestion par consentement, je trouve que c'est hyper puissant et je me rends compte que c'est pas simple à amener, parfois pour des questions d'ego, parfois enfin, pour plein de raisons. Je suis aussi active dans une coopérative alimentaire qui fonctionne en gouvernance partagée et je me rends compte là que on a eu un épisode très compliqué de gestion par consentement et que c'est vraiment un cheval de bataille de tous les jours, de réussir à gérer cette histoire de jeu de pouvoir dans les prises de décision. Voilà. Je suis contente d'être là aujourd'hui et de vous rencontrer. Et je pense que tout le monde s'est présenté, non? Il reste Aurélien. Ah pardon, je voyais pas.
Aurélien, c'est à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aurélien, j'habite à Nantes. J'ai découvert la sociocratie en même temps que Wivine, je crois, parce que ça fait 4 ans maintenant. Je me suis formé auprès de Gilles Charest et du couple Chabreuil aussi à Paris. Je suis membre du Centre français de sociocratie et j'ai créé mon activité, moi, il y a peu de temps, ça fait 3 mois que j'ai créé mon activité. Donc l'idée, c'est un peu ce que vous faites un petit peu vous tous, hein, c'est d'insuffler la sociocratie ou du moins des valeurs sociocratiques dans les organisations. Alors moi, je m'inscris aussi dans quelque chose de plus global dans le sens où je m'intéresse à tous les modes de gouvernance que je qualifie en tout cas d'humanistes, en tout cas qui replacent l'humain au cœur du système. Donc voilà, je m'intéresse aussi à l'holacratie du coup, à la gouvernance partagée, mais qui est inspirée d'ailleurs de la sociocratie, comme l'holacratie. L'entreprise libérée aussi. Alors, j'adhère pas forcément à toutes les idées, mais voilà, j'aime bien faire des ponts et je pars du principe qu'on est tous uniques et que les organisations le sont aussi, donc qu'elles ont à prendre ce qui leur semble bon et juste pour elles, et que si elles veulent prendre des idées d'un mode de gouvernance et d'un autre et faire un petit peu leur petite tambouille avec ça, je pense que ça peut avoir aussi beaucoup de sens. Donc voilà, ça c'est mon projet à long terme. En attendant, je me cantonne à aider les organisations à mettre en place la prise de décision par consentement. C'est déjà un sacré changement de paradigme si on le fait bien et qu'on le vit vraiment avec tout ce qu'il y a derrière. Et je crois que c'est tout. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Et désolé d'avoir coupé la caméra, mais je terminais mon repas. Voilà, vous avez tout. Ah si, une petite question. Yanis, étant donné que tu enregistres et que ça peut être à des fins pour des personnes qui souhaiteraient pouvoir visionner ça, et je trouve que c'est intéressant que ce soit accessible au plus grand nombre. Je voulais savoir si nous aussi, on pouvait avoir accès à la vidéo pour éventuellement la donner à des amis ou des gens qui seraient intéressés pour en savoir plus sur les objections. Ok, super. Ouais, c'est tout. J'ai dit. Merci. Ouais, bien sûr. Hein, l'idée, c'est vous m'envoyez un mail et puis j'essaye de trouver le moyen avec Nathalie qui va m'aider au niveau technique sans doute pour vous envoyer ça. Bon, eh ben, merci beaucoup pour cette ronde d'ouverture qui permet de replacer un peu les choses. Et puis de faire un tout petit peu connaissance. Ce que je vous propose, alors oui, c'est intéressant d'ailleurs de voir que certains d'entre vous, comme Loubna par exemple, viennent plus d'holacratie, gouvernance partagée, puis sont arrivés après à la sociocratie. Il y a aussi Denis tout à l'heure qui a parlé de la sociocratie 3.0, qui est peut-être un petit peu moins connue dans le monde francophone, en tout cas en France, on n'en parle pas des masses. Avec la notion de driver, là je viens de voir que ça y est, ils ont fait une petite vidéo pour expliquer les drivers. Ça fait des années que j'attendais de comprendre ce que c'était que ce truc-là. Non, mais tu fais une drôle de tête, Denis. Bon, ce sera une autre question un autre jour, sans doute. Non, vous savez, le Québécois est toujours pointilleux sur l'utilisation de termes anglophones. Alors, je vais retravailler pour remettre un terme français dans le guide francophone. Et d'ailleurs, oui, c'est quel terme? Comment tu l'as traduit, ce terme-là? Moi, je propose intention. Intention, ok. Super, bon, merci beaucoup. Mais peut-être un prochain sujet d'ailleurs, parce qu'il m'a l'air aussi relativement intéressant. Alors, je n'ai pas imaginé une animation absolument super originale. Je me suis dit qu'on pouvait y aller tranquillement en tour de cercle, sachant que pour le premier tour, ce que j'aurais aimé, c'est que chacun puisse dire de la manière la plus synthétique et claire qui soit, comment vous faites pour présenter la notion d'objection à un groupe qui débute. Voilà, quelles sont la phrase, les 2-3 phrases que vous dites pour présenter la notion d'objection. Comme Nathalie et moi, on est vraiment très proches sur la manière de présenter les choses. J'imagine que Nat, je te ferai parler et puis moi, j'aurai plus grand-chose à dire. Donc, je vais me cantonner à l'animation et puis tu me représenteras sans doute. Sauf si vraiment tu dis un truc qui me surprend et que j'ai envie de dire autre chose. Et puis, dans un deuxième temps, sur la manière dont on traite les objections, là, je vous avais proposé de faire un petit visuel. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde ait eu le temps soit de créer un visuel, soit de sortir son visuel. Mais si vous en avez un, je vous invite à le préparer, à l'avoir pas trop loin, pour pouvoir faire un partage d'écran et nous montrer un petit peu comment vous expliquez et comment vous traitez finalement les différentes objections. Premier tour, comment vous présentez en 1, 2, 3, 4 phrases maximum la notion d'objection à un groupe qui débute, à moins que vous n'utilisiez une autre technique qui soit beaucoup plus longue.
Ben, dans ce cas-là, expliquez-nous et puis faites comme si on était ce fameux groupe. Allez, je vais prendre dans l'ordre de mon écran Wivin. Alors moi, un groupe totalement débutant, mis à part qu'évidemment j'explique le processus qui nous amène à prendre la décision. Ce que je dis sur l'objection, c'est que ça n'est pas une préférence, que c'est un cadeau pour le groupe, que ça demande parfois un peu d'effort pour oser la sortir, mais qu'il faut l'avoir comme un cadeau par le groupe et donc que les autres sont priés d'accueillir l'objection comme étant un cadeau. Et que c'est soit un risque identifié ou quelque chose qui peut mettre à mal notre projet commun. Voilà. Merci. Je ne vais pas beaucoup plus loin pour démarrer. En fait. Ouais, c'est parfait. Super. Synthétique, clair. C'est parfait. Merci beaucoup. Denis, comment fais-tu? Mais moi, je dis d'abord aux gens arrêtez de demander aux gens s'ils sont d'accord avec votre proposition, demandez-leur s'ils ont une objection. Et les gens ont une connaissance quand même bonne et intuitive de ce qu'est une objection sans qu'on rentre dans l'explication. Et peut-être que je vais leur dire aussi, ça se peut très bien que vous vous sentiez pas bien, que ça vous dérange, mais que vous n'avez pas d'objection. Et puis, c'est normal, parce que c'est pour le bien de l'organisation. OK. Je passe, à Lubna. Bon. Ah non, c'est pas... Oh, c'est pas grave, ça marche aussi. Ah, c'est oui, juste que j'avais mon petit télé. ordre, tu vois, et là, tu m'as tout foutu en l'air. Vas-y. Non, vas-y, Lubna, c'est bon. En passant, Yanis, tu sais que tu peux bouger les tuiles sur Zoom. C'est vrai? Oui. Non, je ne savais pas. Alors, attends, Lubna, tu es en train de nous partager. Tu n'as pas ton micro? C'est Lubna là, ça marche ou pas? Là, tu as partagé ton écran? Oui. OK. Et là, tu réponds uniquement à la première proposition, enfin à la première partie. Alors, je vais virer un truc. Alors, du coup. Parce qu'après, on va aborder la notion dont on traite les objections. OK. Bah, un petit peu comme a dit Viviane, du coup, parce qu'elle a parlé sur le fait que l'objection doit porter sur un risque identifiable. Je rajouterai factuel ou irrémédiable. Elle doit porter sur une conséquence directe ou être contraire à la raison d'être. Et c'est ça qui est pour moi le plus important. C'est-à-dire que si finalement on voit que ça va à l'encontre de la raison d'être du projet, là on peut objecter. Elle n'est pas contre la personne, ni une préférence, ni une meilleure idée. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que souvent on a envie d'optimiser, de faire quelque chose de mieux. Du coup, voilà, juste, on vérifie bien que ce n'est pas une préférence ou une amélioration à ce niveau-là. Et du coup, j'utilise pour mieux la définir, parce qu'on définit mieux ce que c'est que parce que ce n'est pas. Et ben, je rajoute concrète, précise, factuelle. Voilà. Super. Merci beaucoup, Lubna. Nathalie. Merci. Alors, pour l'objection, je parle je dis que voilà, enfin, ça s'intègre dans tout le processus d'explication de la décision par consentement, et que l'objection, on peut avoir une objection et qu'elle sera, s'il y a une objection, elle est forcément prise en compte, et que c'est un cadeau. Donc, il ne faut pas hésiter, même si on ne sait pas trop si c'est une objection ou pas, il ne faut pas hésiter à le dire et que l'animateur elle sera là pour faciliter et pour aider à déterminer justement. Une objection, c'est pas juste oui, j'ai une objection et point. En fait, que c'est quelque chose qui est argumenté. On doit expliquer en quoi on a une objection et que en quoi on a une objection, eh bien, c'est soit c'est contraire effectivement à la vision de l'organisation ou à la mission de notre cercle, ou c'est contraire à l'objectif qu'on s'est fixé. Ou alors, ça va avoir des conséquences fâcheuses, soit sur mon travail, soit sur un groupe de personnes qui ne pourraient plus travailler ou pas dans de bonnes conditions, ou même sur l'organisation en entier. Voilà. Et après, je dis, il y a tout un tas de choses qui ressemblent à des objections, mais qui n'en sont pas. Notamment, je crains que, j'imagine que, voilà, ou j'ai une préférence, je préférais
ou alors on n'a pas choisi mon idée, j'ai préféré mon idée, enfin voilà, mais que du coup, il ne faut pas hésiter quand on arrive à l'objection à dire ce qu'on a à dire, et là, ensemble, avec le groupe, facilité par l'animateur, on va déterminer ensemble si c'est une objection, et dans tous les cas, c'est un cadeau, et donc du coup, c'est bienvenu parce que on va prendre le temps maintenant de décider ensemble si c'est une objection ou pas, mais que si on ne le faisait pas, eh ben, les conséquences, elles seraient plus lourdes et plus à long terme, et voilà. Bah, dis donc. En fait, je ne sais pas si je dis ça d'habitude. Ouais, je ne suis pas sûr que tu en dises autant. Hein. Bah, si, je pense que si, je pense, mais après, je ne suis pas sûre de dire la même chose à chaque fois. Mais là, j'ai essayé Ouais. de me rappeler ce que je dis. Voilà. Ok, merci. Moi, du coup, je ferai ma version parce que pour une fois, elle est plus synthétique que toi. Incroyable. Pierre. Alors, j'ai un petit truc que je montre. Je sais pas comment je partage mon écran. Écran partagé. Je ne peux pas partager mon écran aussi. Voilà. Voilà. Et je dis donc qu'une objection, c'est la formulation argumentée, raisonnable et argumentée, de quelque chose qui nous dit que si nous décidions ce qui m'est proposé de décider, nous nous éloignerons de notre but pour telle et telle raison. Donc la proposition qu'on me fait est contre-productive par rapport à l'atteinte de l'objectif que nous visons. Ou, autre possibilité, si nous décidions cela, mon équipe, mon entreprise, etc., ne serait pas capable d'en assumer les conséquences parce que, etc., etc. Voilà. Donc, je présente les deux types d'objections possibles en termes d'effet de la proposition sur la poursuite du but ou effet de la proposition sur la capacité que les membres concernés vont avoir à assumer les conséquences de la décision et pour la mettre en œuvre. Voilà. Hop là, pardon, je parlais dans le vide. Merci Pierre. Isabelle? Oui, alors moi aussi j'ai une présentation générale et j'ai fait comme Nathalie, j'ai essayé de me rappeler en vous entendant. Donc bien évidemment que à chaque fois je rappelle notre but commun ou notre raison d'être. Et en fait moi je suis souvent au début sur une métaphore entre des gouttes d'huile et des grains de sable. Est-ce que l'objection, puisque l'idée c'est qu'on puisse avancer ensemble, est-ce que quand on va avancer ensemble, quand on va décider de ça, on est en train de garder des cailloux dans nos chaussures ou des plus ou moins importants en fonction des gens, ou bien ça va mettre de l'huile dans les rouages pour continuer à avancer? Et puis souvent, alors quelquefois je parle d'un cadeau, mais je parle aussi de courage, quelquefois de devoir s'exprimer et de la dire, et que dans le courage, il n'y a cœur et rage, et que c'est intéressant d'aller regarder ces choses de ce côté-là. Et je les invite surtout au début, à accepter d'apprendre que leurs premières objections ne seront peut-être pas des objections et qu'on va chercher ensemble. Et bien sûr qu'elles peuvent concerner une personne en lien avec la mission ou le groupe en lien avec la mission. Et j'insiste aussi sur... c'est important que cette objection, on se rende compte si on est en train de prendre le groupe en otage ou si on est en capacité de bonifier derrière, de construire derrière. Il y a ces deux notions-là qui arrivent à un moment ou à un autre. Et puis, il m'arrive, une fois qu'on a travaillé, alors là, je vais partager mon écran, je te l'ai envoyé, Yanis, parce que je pensais que tu centralisais tout. Il m'arrive de partager cet écran-là, où en fait je leur donne, alors je vais le diminuer, excusez-moi, je donne une map de cette histoire-là, et donc si je le grossis un peu, ça veut dire que je viens, donc il y a des choses que vous avez déjà dit, hein, c'est une limite pour soi, un cadeau, une limite par rapport à sa mise en œuvre, et c'est raisonnable, ce n'est pas une préférence, un peu tout ce que ça vous avez dit, et puis après je suis allée rechercher aussi ce qu'a pu écrire Gérard, et puis aussi j'ai trouvé des endroits sur les aides pour me prononcer, qui viennent notamment de la CNV. Donc voilà, souvent je leur donne ça une fois qu'on a pratiqué. Voilà pour moi, et j'arrête de partager mon écran, et je pense que j'ai fait à peu près le tour.
Oh, super intéressant. Merci Aurélien. Bon, c'est pas vraiment évident de passer en dernier parce que j'ai l'impression de répéter des choses qui ont déjà été dites. Je pensais être un des seuls à parler de cadeaux, mais finalement, on le fait tous. Oui, bah voilà, tout a plus ou moins été dit. J'insiste sur le fait que c'est pas une préférence, parce qu'effectivement, j'ai remarqué que c'est souvent l'amalgame qui est fait. Moi, je parle du cadeau, mais j'insiste aussi sur le fait qu'on n'est pas forcément qu'on n'est jamais en opposition quand on fait une objection. C'est important pour moi de le dire parce que souvent les gens ont peur de se dire bah, je vais me mettre le groupe à dos ou je vais passer pour le chieur ou la chieuse. Et voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Après, j'explique mais assez succinctement ce qu'est une objection raisonnable ou non raisonnable en fait. Je leur dis laissez-vous guider et faites-moi confiance. Quoi qu'il arrive de toute façon, dites ce que vous avez à dire et après on verra ensemble si c'est raisonnable ou non raisonnable. Après moi j'utilise pas ces termes en fait parce que raisonnable et non raisonnable je trouve que moi ça me va pas du tout en fait. Donc j'ai plutôt tendance à dire quelque chose qui remettrait en cause la proposition. Donc voilà, après chacun utilise ses mots mais moi j'ai vraiment du mal avec ça, d'ailleurs j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Après ça ressemble un petit peu à ce que disait Pierre, c'est-à-dire que j'explique plus ou moins pour les objections raisonnables que ça va à l'encontre faut vraiment que ça aille à l'encontre des valeurs de la personne, à l'encontre de la vision de l'organisation et des buts qu'on s'est fixés, et que ça empêche aussi la personne de bien faire son travail. Alors ça peut être pour des valeurs, mais pour des choses des fois bien plus factuelles en fait, ou qui remettent tout simplement en cause la proposition. Et j'insiste aussi sur le fait de dire aux gens, ne vous prenez pas la tête à vous dire si ce que vous avez à dire c'est une objection ou pas. Dites ce que vous avez à dire et le groupe en fait vous prendra en charge. Moi en l'occurrence j'avais fait la formation avec le couple Chabreuil. Alors je vous le dis parce que je pense que ça peut vous intéresser et j'avais vécu ça comme une expérience vraiment traumatisante parce qu'on a fait une prise de décision par consentement. Je pensais avoir une objection qui en réalité n'en était pas une, hein, et on m'a dit non ton objection elle n'est pas raisonnable. Et on m'a laissé là-dessus en fait. Donc moi j'ai insisté et ça a presque été bah, tais-toi en fait. Ta proposition on n'en veut pas. Et finalement, le groupe m'a pris en charge, ça m'a permis de m'apaiser, j'ai compris après, c'était beaucoup plus humain. Et voilà, donc moi j'insiste aussi beaucoup là-dessus parce que je veux pas laisser les gens sur le bord de la touche en disant ce que tu dis c'est de la merde. Et je suis désolé hein, pour les mots un peu violents, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça comme une expérience assez traumatisante en fait. Donc c'est important pour moi de le dire. Donc voilà, j'ai dit. Ok, merci. Et donc j'ai dit tout à l'heure que j'allais vous partager de manière très synthétique ce que je dis. Alors, c'est quand effectivement je ne prends pas le temps d'expliquer ce qu'est une objection. Du coup, la phrase que j'utilise, c'est « Ok, maintenant, on arrive dans le tour d'objection, on a entendu vos réactions. Est-ce que tu as une réaction, une objection? C'est-à-dire, est-ce que selon toi, il va y avoir des conséquences fâcheuses sur quelqu'un ou quelque chose ?» Voilà. Et c'est la phrase que j'utilise. Eh bien, merci beaucoup. Oui, Isabelle? Je voulais juste rajouter une chose, c'est que je fais le lien avec le tour d'opinion qui a été avant. C'est-à-dire que je rebondis dans le processus en disant « Ok, maintenant, on a posé nos avis, nos opinions. Et est-ce que pour le coup, ça va être une objection pour aider les gens à faire la différence entre mes réactions émotionnelles, tout ce que ça fait émerger, et à un moment, je me prononce et je me positionne. » Donc, il y a aussi quelque chose sur la posture de la personne dans la décision. C'est juste que j'ai oublié de dire ça et ça vient amener l'objection dans le… Pour moi, c'est important parce que ça le remet dans l'ensemble du processus. Et voilà, c'était juste pour partager, pour compléter. Merci Isabelle. Je vois que Nathalie t'a levé la main, puis ensuite Wivin. Oui, c'était parce que je n'ai pas partagé mon écran tout à l'heure, donc je ne sais pas si c'est le moment de le faire aussi. Tu vas pouvoir le faire après, Nat. Okay, d'accord. Wivin? Oui, en réaction, enfin en entendant Aurélien, je me dis qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire dans la manière dont je présente les objections, c'est aussi donc je dis que c'est un cadeau pour le groupe et que ça demande parfois d'oser s'exprimer, mais je précise aussi que une fois l'objection posée, en fait, le groupe va se mettre au service ensemble pour la travailler, ce qui enlève la pression sur la personne. Enfin, je dirais, elle fait un cadeau pour le groupe, mais après, elle n'est pas responsable de devoir gérer toute seule son truc qu'elle a déposé. Et donc, voilà, un petit peu en lien avec ce qu'Aurélien a amené. Super. Merci bien.
Alors, on va passer à la deuxième partie qui est un petit peu plus ardue. C'est la partie sur le traitement des objections. Donc, certains d'entre nous ont fait des présentations un peu plus vastes. Il y a eu cette notion de raisonnable, non raisonnable. Peut-être que certains d'entre vous utilisent ces mots-là. Moi, je les utilise. Il y en a d'autres qui utilisent d'autres mots. En tout cas, une fois que quelqu'un a posé son objection, donc là, on l'a présenté, une personne pose son objection, comment vous faites pour la traiter? Alors, il y a le comment concrètement. Est-ce que vous utilisez des visuels? Est-ce que c'est juste en expliquant? Est-ce que vous notez directement au tableau toutes les objections, raisonnables, non raisonnables, ou enfin, je dis ces termes-là parce que c'est les miens, mais utilisez les vôtres à la place si vous voulez. Voilà. Comment vous faites à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une différence dans le traitement des objections que j'appelle raisonnables et des objections que j'appelle non raisonnables ou pas? Voilà. Donc là, forcément, on va avoir un petit peu plus de temps de parole. Je propose qu'on change le sens. On va commencer par Aurélien. Tiens, on va aller à l'envers. Aurélien. Moi, la première chose que je fais systématiquement, déjà, je la remercie pour son objection parce qu'on parle de cadeau. Et du coup, je lui dis que merci et qu'il y a de grandes chances que ça fasse avancer le groupe. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours des moments intéressants. Si j'ai un paperboard ou ce genre de choses, j'ai tendance à noter l'objection pour que tout le monde puisse bien voir de quoi il s'agit. Après, c'est pas évident dans le sens où moi, je pense que c'est un processus qui s'inscrit dans le vivant pour moi. Donc moi, j'ai souvent tendance à lui poser des questions pour vérifier avec la personne si réellement son objection, alors on va utiliser les mots de raisonnable et non raisonnable, moi je n'utilise pas ces mots-là, mais c'est ceux que je pense que la plupart d'entre nous utilisent. Je l'aide vraiment à clarifier aussi ses propos. Parce que souvent, il y a des gens qui sentent qu'ils ont une objection ou qui n'arrivent pas à trouver les mots. Donc en général, voilà, je fais ce travail-là. Et surtout, moi, je n'hésite pas à faire intervenir les autres participants, en fait. Des fois, il y a des gens qui arrivent à débloquer la situation ou qui ont aussi bien compris le concept. Et voilà, moi, pour moi, l'animateur, même le facilitateur, il ne doit pas avoir une place prééminente sur le groupe. Et enfin voilà, moi j'aime bien faire intervenir les autres. Et après, du coup, c'est vraiment au cas par cas en fonction de comment ça se passe et comment ça se déroule. Et après, du coup, en fonction si l'objection est raisonnable, du coup, on repart, pas depuis zéro, mais on repart en arrière et on refait le processus. Et si elle est non raisonnable, je m'assure vraiment de savoir si la personne a bien dit tout ce qu'elle avait à dire. Voilà. Si j'ai des choses qui me reviennent, je vous le dirai, mais à chaud, je dirais que je procède à peu près comme ça. J'ai dit. Merci. Isabelle. Avec ton micro, Isabelle. Ouais. Tu as perdu le micro? Tu as perdu l'icône? En fait, j'avais des écrans qui se superposaient et je ne trouvais plus mon micro. Donc, dans le traitement d'objections, donc déjà, moi, je prends toutes les objections. Je ne parle pas de… En fait, j'évite de parler de raisonnable parce que, en fait, moi, la notion de raisonnable m'emmène à la raison et m'emmène quelquefois loin du cœur. Et il y a des choses qui viennent de là. Je fais aussi avec la personne qui a une objection, je prends aussi tout un temps de clarification. Souvent, je mets des niveaux logiques de Diels pour aller de plus en plus vers le sens, vers l'intention en lien avec la raison d'être. Voilà, donc je passe tout un temps sur la clarification. Moi, c'est moi qui mène. En fait, la clarification, elle se fait avec la personne pour que l'ensemble des autres comprennent. Et moi, j'ai pris mon parti pris, c'est moi qui mène l'histoire en tant que pour donner des repères dans le processus. Et il y a quelque chose aussi autour de la sécurité. Moi, c'est comme ça que je le sens. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi et donc, j'inscris toutes les objections sur un paperboard. Tac, 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 avec le nom de la personne, en précisant bien que ça me permettra de revenir aussi vers elle pour voir si l'objection est levée, mais de la même manière qu'elle appartient au groupe. Et ensuite,
on peut avoir tout un jeu de priorisation, etc. Mais donc là, je suis juste au niveau de l'accueil de l'objection. Je ne vais peut-être pas aller plus loin parce qu'on n'était pas sur le traitement ensuite, hein, mais Si. voilà déjà ce que… Ouais, Ouais, tu peux. On est vraiment là sur la deuxième partie, c'est le traitement, donc n'hésite pas. Ok, donc à partir du moment où l'ensemble des objections ont été posées, clarifiées et que on a obtenu le sens et l'intention de l'objection, et donc ça veut dire qu'effectivement il y a des objections qui viennent et qui n'en sont pas. Hein, donc il y a toute une phase d'apprentissage qui se réalise, donc il y a une maturation et une progressivité. Alors ça veut dire que pour moi, quand on est ensuite dans le traitement des objections, alors là, j'utilise pas mal d'outils de créativité pour dépasser l'histoire, en fait. J'utilise des processus comme Creative Problem Solving, comme même en sociocratie, on avait vu le processus d'élaboration de propositions. Ça veut dire que quelquefois, on rentre dans des phases où on n'est pas que dans de la discussion qui tourne. Et donc, je peux utiliser d'autres outils qui viennent m'aider à, j'ai envie de dire, à pas être centré sur uniquement le problème, mais à pouvoir élargir une histoire, en fait, à augmenter l'intelligence collective et de coopération des gens. Voilà, déjà. Puis après, j'ai envie de dire, pour l'instant, je ne vois pas plus à vous dire. Peut-être que ça me viendra, mais j'en suis là. Voilà. Ça a été clair. Merci. Pierre, comment tu traites les objections? Avec ton micro. Comment je traite les objections? Avec beaucoup de bonne volonté, de bienveillance et de patience. Moi, j'utilise le terme raisonnable parce que je considère qu'il porte en lui quelque chose d'important, c'est qu'une objection doit pouvoir être comprise. Donc, je pars du principe que toute forme d'hésitation, qu'elle soit formulée ou pas formulée, peut être le signe d'une objection. Donc, si quelqu'un, quand on lui demande est-ce que tu as une objection, il commence par hésiter, je lui dis donc tu as peut-être une objection. Donc, voilà. Déjà ça. Ensuite de ça, ce qui me semble important, c'est que le travail qui est fait par l'animateur et par le groupe, parce qu'il faut faire travailler les deux, doit permettre à la personne qui formule son objection, si elle n'arrive pas à la formuler clairement, de façon raisonnable et argumentée du premier coup, de le faire avec la contribution de l'animateur et celle du groupe, pour que de deux choses l'une, soit on puisse faire apparaître que l'objection n'en est pas une, mais qu'elle est l'expression d'une préférence, d'une peur, d'un ordre, de quelque chose de cet ordre-là, soit que la personne réalise que son objection n'en est pas une en écoutant ce que le groupe comprend de son objection. Donc le travail, pour moi, il consiste à surtout ne jamais faire ce que Aurélien nous a raconté, dire « Ah non, ton truc, ce n'est pas une objection. De ma fenêtre d'animateur, je décide tout seul que ton machin n'est pas une objection. » Mais à aider chacun à expliciter ce qui peut être ou ne pas être une objection selon la conscience et le degré de clarté que la personne peut avoir, pour arriver à la conclusion que c'est une objection ou que ce n'en est pas une. Voilà. À partir du moment où c'est une objection, on peut enclencher le processus de traitement de l'objection en commençant par demander à la personne « Est-ce que tu as des propositions à faire pour lever ta propre objection ?» Et puis en faisant travailler le groupe pour, en cas de besoin, construire des propositions qui vont permettre de lever l'objection, en s'assurant à chaque fois qu'on apporte un amendement à la proposition pour prendre en compte une objection, que cet amendement ne suscite pas lui-même une autre objection, dans lequel cas nous n'aurions pas avancé. Voilà, en bref. Merci Pierre. Nathalie,
C'est là où tu vas sortir sans doute le visuel, j'imagine. Du coup, je peux le faire, ouais. Partager l'écran. Du coup, ça, c'est le visuel de qu'est-ce qu'une objection. Alors, effectivement, sur ce visuel, il y a écrit raisonnable. Ce n'est pas souvent un terme que j'utilise moi non plus, je ne crois pas. Une objection raisonnable, en quoi on s'éloigne de l'objectif et quelles sont les conséquences fâcheuses. Et après, il y a un autre visuel sur qu'est-ce que n'est pas une objection, donc soit une préférence, un principe, une obstruction, un simple inconfort ou une peur irrationnelle. Moi, je me rends compte que je n'utilise pas forcément d'ailleurs ces visuels quand j'anime. Ça, ce serait plus pour former à la décision par consentement, mais en tant qu'animatrice. Je vais avoir une approche du fait de ma personnalité assez émotionnelle, je crois. Et si, un peu comme Pierre, si une personne a un doute, je lui dis non, mais vas-y, dis, je prends tout. Voire même si la personne dit non, non, j'ai pas d'objection, mais qu'elle est hyper fermée et tendue, a priori, il y a quelque chose qui ne va pas quand même, donc dis-nous, enfin voilà, d'inviter les personnes à dire. Et ensuite, je crois que je prends un temps pour être sûre vraiment de comprendre la personne, donc je lui pose des questions si je ne suis pas sûre d'avoir compris. Et en général, ce que je fais, je crois, c'est que je reformule de manière synthétique, parce que, sauf si c'est déjà très synthétique, mais si la personne a parlé longtemps, je crois que j'ai vraiment cette capacité à synthétiser ce qu'une personne, enfin voilà, ce que j'ai compris qu'une personne a dit pour vérifier c'est bien ça que tu voulais dire. Voilà. Et une fois que c'est ça, eh bien, soit en fait, je vois qu'il y a des gens qui ont envie de parler, et donc du coup, et si je sens qu'on a le temps, parce qu'il y a la question du temps aussi. J'entendais Isabelle parler de plusieurs objections. Si on a, par rapport au temps qui était prévu dans la réunion, je vois qu'il y a plusieurs objections, du coup, ça va prendre du temps. Eh bien, je propose voilà, de remettre ça à plus tard, ou même des fois, ça m'est déjà arrivé que le porteur de la proposition dire bah non, non, en fait, je me rends compte qu'on n'est pas mûr, je retire ma proposition et je vais la retravailler en fait. Parce que s'il y a plein d'objections, voilà. Mais si on a une ou deux et qu'on a le temps, eh bien, donc soit je vais faire intervenir des personnes et des fois, en fait, la personne, elle a une crainte ou elle a mal compris quelque chose et il suffit qu'un autre intervienne pour lui amener de la clarté ou pour lever sa crainte. Et dans ce cas-là, elle dit bah non, d'elle-même, elle dit je retire mon objection. Et en fait, moi, émotionnellement, si je sens que le caillou dans la chaussure, il est retiré, eh bien, il y a un apaisement de la personne et donc c'est bon. Ça veut dire que vraiment, mais tant que je ne sens pas ça, je m'appuie sûrement sur le langage non verbal aussi. Et bien, du coup, je reste pour traiter l'objection, en fait. Et donc, les deux principes que j'utilise, je crois, alors si c'est une préférence, ben, je laisse la personne vraiment dire ce qu'elle a à dire et je vais peut-être reposer la question, est-ce que du coup, ça va avoir des conséquences fâcheuses sur toi si on met en œuvre, enfin, si on valide là la proposition. Et si la personne, elle dit non, non, en gros, elle reconnaît, bon, bah, j'aurais préféré autre chose, mais non, il y a pas de... Et je sens qu'il y a un soulagement, bah, ça veut dire que voilà, la personne elle-même élève son objection. Et quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est la condition. C'est-à-dire, des fois, c'est pas forcément... c'est-à-dire, la personne, elle a un caillou dans la chaussure, mais elle n'a pas vraiment d'objection. C'est-à-dire, oui, elle va pouvoir faire, mais elle a besoin de poser une condition. Qu'on attende 15 jours, ou alors qu'on prévienne telle personne, ou je ne sais pas quoi. Et une fois qu'elle a posé sa condition, elle est bien avec ça. Je me retourne vers le porteur de proposition, je lui demande s'il intègre la proposition. Et si personne se manifeste en disant « Ah bah non, mais moi j'ai une objection sur cette condition », eh bien, du coup, on intègre la condition à la proposition et du coup, la personne lève son objection. Et voilà, et je n'ai jamais eu d'autre cas que ça, à part reposer la question à la personne « Est-ce que vraiment ça va avoir des conséquences fâcheuses sur toi ?» L'inviter à poser une condition ou faire intervenir une ou plusieurs personnes du groupe pour apporter un éclaircissement ou rassurer ou quoi. Voilà, j'ai dit. Merci Nat. Lubna. Merci. Alors, moi, je vais un peu dans le même sens que Nathalie. Pour moi, une objection, enfin, en tout cas, dans ma pratique, l'objecteur est toujours maître de son objection. C'est-à-dire, c'est lui qui considère est-ce qu'elle est valide ou pas. À un moment donné, en fait, moi, ce que je fais, c'est d'essayer de l'amener en posant des questions, en essayant de tester en fait son objection pour qu'il arrive de lui-même à voir
enfin, si pour lui elle est valide ou pas, parce que parfois c'est juste pas très clair. Et parfois, en fait, enfin, un peu comme avait dit, je pense, Aurélien, je fais reformuler, mais du coup par les autres, ce qu'ils ont compris de son objection. Parce que ça permet de préciser, parce que parfois on peut dire ah ben en fait non c'est pas vraiment ça, c'est ça, et à partir de là soit en fait c'est clarifié. Euh, Là je parle juste pour valide ou pas valide en fait, enfin, par rapport aux critères enfin, sur papier qu'on a mis tout à l'heure. Soit en fait, je perçois qu'il y a beaucoup de tension par rapport à ça, beaucoup de charges émotionnelles, et à ce moment-là, en fait, pour moi, c'est vraiment plus l'espace pour aborder ça. En fait, j'ouvre un espace de régulation pour dire, en fait, là, il y a beaucoup de charges par rapport à ça, pour essayer d'aller voir derrière quels sont les besoins qui sont derrière cette confusion, en fait. Donc voilà, donc pour moi l'espace de régulation c'est encore quelque chose qui est en dehors, parce que ça, surtout quand on sort les désengagements personnels, parce que parfois on dit en fait c'est comme ça, ou je suis plus dans le projet, ou je veux plus et ça arrive souvent en fait, surtout sur la notion de risque, parce que tout à l'heure on a dit risque identifié. Mais en fait, dans la pratique, on n'a pas tous la même notion de risque, en fait, en vrai. Et du coup, parfois, il y a des personnes qui disent, bah voilà, en fait, c'est comme ça, ou je sors du projet. Donc, pour moi, ça nécessite de sortir du processus et d'ouvrir un espace de régulation. Maintenant, si on est juste dans un processus normal, sans charge émotionnelle, en général, les questions permettent de clarifier pour faire la distinction entre une objection valide ou pas. Et à partir de là, si l'objection est valide, eh bien, on va aller regarder quels sont les besoins qui sont derrière. Et c'est là que je rejoins encore une fois, je pense, Nathalie, quand elle parlait de conditions. Parce que parfois, il suffit de rajouter, de dire en fait, OK, moi, ça me dérange vraiment parce que ça, et du coup, si on peut intégrer cette condition en amendant la proposition, eh bien, mon besoin est satisfait, et donc, j'ai plus d'objection. Donc, voilà, en gros, de façon... c'est un peu compliqué parce que de transposer ça là, parce que ça dépend aussi de ce qu'on vit à l'intérieur du processus, parce que parfois on ressent des choses, et c'est là qu'on peut agir, et juste formuler ça en dehors, enfin, je pense que ça va dépendre en fait. Donc voilà, mais je vous ai donné à peu près toutes les... Voilà, et j'ai dit. Merci. Denis? Merci beaucoup, Lumna. Il y avait beaucoup de sagesse dans tout ça. La première chose, juste pour vous dire, en Sociocratie 3.0, quand on fait, est-ce qu'on demande s'il y a l'objection? Si tu n'as pas d'objection, tu lèves ton pouce, mais si tu as une objection, tu as un cadeau. Alors, tu mets ta main comme ça pour illustrer que tu as une objection. La question qu'on pose aussi, c'est qu'on ne demande pas s'il y a des objections, on demande s'il y aurait des objections éventuelles. Dans le fond, pour illustrer le fait qu'on va justement regarder quel est l'argument derrière. Alors, je pense que ça nous met dans une position plus d'humilité, tout le monde, pour le traitement des objections. L'autre chose aussi, bon, ben, il y a différentes questions, mais je ne vais pas les répéter, ou peut-être qu'on pourra les traiter tantôt. L'autre chose que je trouve important, c'est ce que Lumna et quelqu'un d'autre a dit avant, c'est que c'est très important que le facilitateur ne soit pas dans une position d'autorité sur c'est quoi une objection. Hein. Je pense que c'est vraiment important que c'est la personne qui va constater avec des questions qu'elle a ou non une objection. Et tout à fait d'accord, Lumna, j'ai beaucoup de clarté avec ce que tu as dit, c'est qu'à un moment donné, quand on rentre dans l'émotionnel, on n'est plus dans l'objection normalement. Et puis, il y a quelque chose d'autre de plus puissant, puis ça peut aller jusqu'à j'ai plus ma place ici. Et il faut pouvoir l'assumer, ça. Alors, je pense aussi, quand on traite l'objection, c'est de traiter avec le malaise qui peut survenir, de constater qu'on n'a pas d'objection, mais qu'on est toujours mal à l'aise.
L'autre chose que je voulais dire aussi, il y a une étape qui a été rajoutée en Sociocratie 3.0 dans le processus, puis ça fait appel à ce qui a été dit tout à l'heure sur les conditions. Alors, ça s'appelle une préoccupation en Sociocratie 3.0. Alors, tu peux voir dire, ben, moi, j'ai une préoccupation par rapport aux échéances, par rapport à avertir telle personne. Alors, ce n'est pas un argument pour s'objecter à la proposition, mais j'aimerais qu'elle soit notée. Alors, à ce moment-là, on ne modifie pas la proposition, mais on note dans un PV ou dans une fiche de proposition l'inquiétude. Et puis, quand on va faire l'évaluation, ben, on va regarder si les inquiétudes étaient fondées ou pas, ou s'il y a lieu de changer quelque chose dans la proposition. Alors, dans le fond, ce que je voudrais dire ici, si on résume, c'est de demander s'il y a d'éventuelles objections, s'assurer qu'il n'y ait pas de verticalité ou d'autorité dans la validation d'objections. Et puis, cette idée-là de noter des inquiétudes, et comme ça, ben, les gens se sont exprimés, c'est noté. Et puis, on reste moins pris. Parce que si on pose la question, ben, est-ce que tu as une objection ou une préoccupation? Les gens, ils sont habituellement assez, avec un peu de pratique, assez bons pour dire c'est une préoccupation, mais on va la noter. Alors, je m'arrête ici. Merci, Denis. On va continuer avec… Attends, oui, Wivine. Alors, qu'ajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Je suis assez en phase aussi avec Luna et ce que disait maintenant Denis. Moi, je travaille quand même beaucoup avec le groupe par rapport aux objections. Moi, en fait, je me rends compte dans les organisations que j'accompagne parce que du coup, il y a tout un accompagnement à côté de la prise de décision et j'ai tendance aussi à mettre le focus sur l'importance d'avoir une préparation qui est mature, qui a pris en compte plein de choses pour qu'au moment où on décide, parce que pour moi la gestion par consentement est un processus de décision efficace à condition qu'un certain nombre de conditions soient remplies, et une de ces conditions c'est aussi que la préparation de la proposition soit bien faite. Et pour moi, il y a un travail aussi d'apprentissage là-dedans pour les porteurs de propositions. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'on peut déjà aller chercher avant d'arriver avec la proposition devant le groupe et qu'on ne devra plus discuter. Enfin, question d'économie de temps, de travail et de rendre productif le temps qu'on a ensemble. Et par rapport à la posture de facilitateur, de facilitateur dans le processus, je me rends compte aussi qu'il y a un cas particulier auquel je pense où j'ai regretté de ne pas avoir pris la posture plutôt du coup d'un moment de dire en fait, je vous dis que ce n'est pas une objection valide. J'utilise pas raisonnable, j'utilise valide moi, mais et c'est parce qu'il y avait vraiment une prise de pouvoir d'une personne qui bloquait tout en fait. Et c'était impossible pour le groupe de sortir de ce pouvoir. Et en fait, la manière dont le groupe a géré et de sortir de ce truc, c'est de dire, mais en fait, dans le statut, il est mis que si on n'y arrive pas par consentement, on fait à la majorité. Et donc, c'est passé à la majorité. Mais avec le désagrément après, qui est que tout le monde se dit, en fait, ça ne marche pas, le consentement, c'est beaucoup plus efficace, la majorité. Et donc là, je me dis, OK, on a raté un truc, parce qu'en fait, il y a un truc de riche dans le consentement, juste que là, on était dans une prise de pouvoir. Et donc où là, je me suis dit, bah ouais, j'aurais peut-être, voilà, avec l'autre facilitatrice, on s'est dit après, en refaisant le fil, bah là, on aurait peut-être dû à un moment dire, en fait, c'est vraiment une préférence que tu exprimes. Et donc, dans le cadre du processus, on ne va pas le prendre en compte. Et est-ce qu'il y a d'autres objections sur lesquelles il faut travailler? Voilà. Je pense qu'avec ça, j'ai dit ce que… Merci, Wivine. Alors, moi, du coup, je veux bien prendre parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que Nathalie quand même. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je vais vous partager ce visuel-là. Alors, on ne voit pas le titre, mais c'est le traitement des objections. Et en fait, ça ressemble à celui qu'a fait Nat. Nat, elle l'a divisé en deux. La partie verte, elle l'a mis sur un visuel, elle nous l'a montré tout à l'heure, et puis la partie rouge sur un autre visuel. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est surtout la notion d'objection, entre parenthèses raisonnable, et de subjection. En fait, quand j'ai lancé l'idée dans le groupe de facilitateurs là, sur Facebook, j'ai été contacté par Jacques Fuchs, qui m'a filé un coup de fil et puis qui m'a dit « Ouais, c'est quoi ton intention ?» Et puis
moi, j'avais envie un petit peu d'organiser ça avec lui. Et malheureusement, là, il s'excuse, il n'est pas bien, il devait être avec nous, mais il n'est pas bien aujourd'hui. Et en tout cas, au téléphone, il m'a partagé, du coup, il est rentré dans le vif du sujet, il m'a partagé comment il présentait les choses. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant. Et il mettait ça en lien aussi avec la spirale dynamique, en expliquant qu'effectivement, si on veut être efficace, il faudrait idéalement, alors j'espère que je vais bien retraduire sa parole et qu'il ne m'en voudra pas s'il m'écoute, là, qu'il me dira « mais non, tu n'as rien compris ». Mais c'est faire comprendre aux gens qu'en fait, tous ces trucs en rouge, ce sont des choses qui sont plutôt de l'ordre de la subjectivité, en fait. D'où le terme un peu original de subjection. Et je trouvais ça super intéressant d'amener à la conscience qu'il y a des choses objectives. C'est effectivement, si ça nous éloigne de notre objectif commun, mais ça, je ne le dis même plus parce que ça me paraît tellement, ça arrive tellement peu souvent que je me focalise sur la phrase si on prend cette décision, il va y avoir des conséquences fâcheuses sur quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça peut être moi aussi. Et je trouve hyper important d'expliquer aux gens que le pouvoir d'objection, il est là aussi pour les sécuriser personnellement. Parce que dans certains groupes débutants, je découvre que non, il faudrait que je sois au service du collectif, mais qu'il y a une espèce de culpabilité à se protéger soi. Non, en fait. Si la proposition a un impact très fâcheux sur toi, il est important que tu puisses poser une objection. Donc ça fait partie un peu de l'apprentissage avec les groupes, on va dire, immatures. Et puis, avec les groupes matures, par contre, moi, j'aurais tendance à faire un peu comme le disait Wivin, idéalement, ou si j'ai pris vraiment le temps en amont de bien préparer les choses, si j'ai un bon feeling avec le groupe, c'est là être un peu plus, comment dire, dirigiste et pouvoir dire non, là, excuse-moi, j'ai l'impression que c'est un principe, tu nous dis ça ne se fait pas. J'entends, pour toi, ça ne se fait pas, mais rappelle-toi ce que je t'ai dit il y a 15 minutes, les principes, on peut difficilement les prendre en compte, tu vois, ils sont subjectifs. Et donc, si on les laisse rentrer dans le jeu, on va rentrer dans les jeux de pouvoir. Donc, par contre, ça m'intéresserait de savoir, est-ce qu'il y a des conséquences fâcheuses sur toi, sur quelqu'un d'autre, sur l'équipe, notre organisation, notre projet, ou même sur l'environnement? Et là, si la personne dit non, je dis donc, a priori, tu n'as pas d'objection. Par contre, tu peux avoir des subjections. Et ça, c'est OK. Mais si en amont, on a pris le temps si j'ai pris le temps d'expliquer et de dire que je propose qu'on ne prenne pas en compte les subjections et je vérifie si les gens sont OK avec ça, du coup, après, on avance. Alors ça, c'est dans les paroles. Dans les faits, il y a 2 semaines à peu près, j'ai fait ça et je me suis rendu compte que ça avait été beaucoup trop vite et qu'en fait, il y a une dame, au moment des objections, qui avait une objection subjective à mort et que je lui ai dit, alors je ne sais plus ce que c'était, si c'était un inconfort, une peur ou un petit risque ou je ne sais pas quoi. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas, c'est dans le rouge là, pourquoi tu nous ressors ça? Et en fait, je l'avais sans doute expliqué trop rapidement et ce n'était pas intégré. Et du coup, ça a mis une tension dans le groupe. Elle l'a mal vécu parce qu'elle s'est sentie jugée. Et effectivement, il y avait une part de moi qui disait « Merde, tu fais chier, on n'a plus le temps, tu nous ressors une objection de merde. » Merde, quoi. Et là, pour le coup, pour moi, ce n'était pas un cadeau parce que je n'avais plus le temps. Et c'était sur un truc hyper important où moi, je voyais un sacré enjeu à ce qu'on prenne la décision par consentement. Et en fait, ça a tout bloqué, quoi. Donc, ça a été hyper contre-productif, en particulier la manière dont je l'ai géré, parce que ça a donné la sensation au groupe que l'animateur prenait le pouvoir, quoi. Alors que j'avais eu la sensation, moi, de bien expliquer les choses, etc. Et puis, avant de repasser la parole à Aurélien, je voulais vous partager aussi une contribution de Nathalie, qui est sur le groupe des facilitateurs, Nathalie Guilly. Alors, elle m'explique que systématiquement, elle fait une présentation au groupe. Alors, là, je fais toujours un travail en amont autour des notions d'objection importantes et raisonnables et de la nuance par rapport à la préférence, ce qui permet de mettre à froid un cadre qui permettra, au moment où les objections surgissent, d'enlever une série sans que les participants ne le prennent personnellement. Et j'ai essayé de m'inspirer de ça les 2 dernières fois où j'ai rencontré des nouveaux groupes. Alors, ça a été long et un peu chiant, à vrai dire, mais je leur ai posé la question. J'ai fait 2 colonnes et j'ai dit quelles seraient les objections raisonnables et les objections non raisonnables ou les subjections. Et puis, les gens, sans qu'il y ait de proposition, ont essayé de donner plein de catégories. Donc, voilà, ça a été assez intéressant, mais comme il y a plein de trucs qui fusent,
j'ai eu du mal à bien clarifier, synthétiser pour qu'après, dans la décision par consentement, on puisse s'en référer à ce tableau-là. Et je sens qu'il y a sans doute un truc à faire qui pourrait être pédagogique, mais pour l'instant, je sens que je ne le maîtrise pas encore. Voilà. Et puis, il y a une autre contribution qui nous a été faite par, j'ai oublié son prénom, Christian de la gouvernance cellulaire, mais il l'a faite sous forme de vidéo. Donc, je pense que je la mettrai aussi à disposition pour toutes les personnes qui me demanderont. Alors, dans l'ordre, on a Aurélien, ensuite on a Denis, et puis Wivin. Aurélien. Je voulais juste rajouter une petite chose en fait, parce que comme j'avais commencé, j'ai pas pensé à tout, et c'est grâce à Nathalie en fait, parce que j'aime beaucoup aussi son approche émotionnelle dans le traitement de l'objection. Et en fait, moi, ce que je fais systématiquement, c'est qu'une fois que l'objection a été traitée, je fais dire à la personne si son objection est valide ou pas. Et en fait, pour moi, c'est vraiment très très important. Plutôt qu'elle se dise, ok, le groupe a rejeté quelque part ce que j'avais à dire, je veux vraiment m'assurer qu'elle ait bien compris pourquoi est-ce qu'elle est raisonnable ou non raisonnable. C'est un petit détail, mais pour moi, qui a vraiment beaucoup d'importance. Et j'ai même tendance d'ailleurs à lui demander si d'ailleurs c'est bon pour elle. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on a bien fait le tour de la question? Oui, c'est bon, ok. On passe à l'objection suivante ou alors on valide. Enfin, bon. Et voilà, pour moi, je ne l'ai pas forcément entendu et c'est quelque chose qui me semble assez important. Donc voilà, je voulais juste rajouter ce petit détail. Merci. Merci Aurélien. Denis. Mais sur cette notion là, de préférence, de subjection, d'objection, peut-être que j'aurais dû procéder ça au début, mais je vais vous partager un petit visuel à ce sujet-là. Je pense que je ne me rappelle plus de la source, là, on l'a modifié. Laissez-moi me mettre ça en grand si vous voulez bien. Alors, nous, on présente souvent tous les modes décisionnels, puis pour montrer la différence entre le consensus et le consentement. Le consensus, c'est basé sur nos préférences. Puis ce qui est important ici, c'est la conjonction. Et ce qu'on dit, c'est que dans le consentement, on cherche notre zone de tolérance, dans le fond. Et puis que notre zone de tolérance commune est beaucoup plus grande que notre zone commune de préférence. Et que c'est beaucoup plus facile d'utiliser le consentement que le consensus. Puis on a aussi celle-là, là, vous connaissez bien, là, la courbe normale pour indiquer notre préférence est au milieu, mais que nos objections sont vraiment aux extrémités de nos positions d'une certaine façon ou reliées à l'organisation. Il y aurait peut-être lieu d'améliorer celui-là après la conversation d'aujourd'hui. C'est quelque chose que je voulais ajouter là, sur cette notion-là de préférence ou de subjection. Merci Denis. Wivin. La contribution de Nathalie Gilly, qui est une Belge que je connais par ailleurs, me fait penser que quand je fais une première expérience de gestion par consentement, je mets toujours dans le cadre de sécurité l'aspect expérimentation en disant que en fait une gestion par consentement, ça peut amener son lot de frustration, de lâcher, enfin ça demande un certain lâcher prise qui peut être pas toujours simple. Et moi, plutôt que de dire beaucoup de choses avant, parce que sur papier, les gens trouvent ça super. Enfin, ça a l'air facile. Il suffit d'avoir des objections raisonnables. Ce n'est pas très compliqué. Et donc, je ne fais pas tellement ça avant la première. Par contre, je leur dis, je propose que le sujet à décider ne soit pas un truc avec un enjeu monumental. Donc, on fait une décision sur un petit truc où si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Si on doit le reporter, ce n'est pas grave non plus. Mais alors, après, par contre, dans le débrief, là, j'explique. Enfin, en fait, là, je donne plus d'explications, mais parce qu'ils ont déjà expérimenté et qu'ils comprennent mieux, du coup, ce que ça veut dire, enfin, voilà, les différentes catégories d'objections valides, non valides, ou raisonnables, non raisonnables. Voilà, je trouve que ça percute mieux une fois qu'ils l'ont expérimenté. Un petit truc. Merci Wivin. Moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, Nathalie. C'était juste par rapport au mot subjection. J'ai fait des recherches en attendant sur Google et apparemment, il y a déjà une définition du mot subjection qui n'a rien à voir du coup avec ce qu'on est en train de dire. J'avais envie de le partager. Figure de pensée qui consiste à interroger l'adversaire et à supposer sa réponse ou simplement à prévoir ce qu'il pourrait dire et à fournir d'avance la réplique. Donc, j'avais juste envie de vous partager ça au cas où vous auriez envie d'utiliser le mot subjection qui a déjà un sens et qui ce n'est pas du tout celui-ci. Voilà, j'ai dit. Merci Isabelle.
moi, je voulais juste préciser en fait que je me rends compte que je ne travaille jamais sur l'acceptation ou non d'une objection. C'est vraiment dans la clarification de ce que veut dire la personne, qu'en fait, elle-même, elle donne un sens et elle se rend compte qu'elle a vraiment envie de l'inscrire, mais je n'emmène jamais mon groupe sur une dynamique qui serait est-ce que je peux prendre ton objection ou pas, et que c'est dans ma période de clarification que les choses, que la personne se prononce. Donc voilà, je me rends compte en vous entendant que je ne suis pas en train d'emmener mon groupe à savoir si c'est une objection raisonnable ou pas, si c'est une objection qu'on va prendre ou pas. Ça c'est, voilà, je me rends compte que je ne fais pas ça. Par contre, dans le moment de clarification, lorsqu'on essaye de trouver, de donner du sens, parce que ça peut partir d'une émotion, d'un inconfort, et que la personne elle dit « Ah bah oui, je me rends compte, en fait, elle ne dira pas le mot d'une préférence, hein, mais c'est elle-même qui va laisser l'objection ou ne pas la laisser, mais voilà, la dynamique est différente sur le fait de dire « je prends » ou « je ne prends pas ». Voilà, c'était juste ça que je voulais partager. Du coup, Isabelle, est-ce que tu peux clarifier, c'est pas très clair pour moi du coup, parce que peut-être on ne l'a pas dit, en fait, on s'est focalisé un peu sur, dans le traitement des objections, sur la différenciation entre des objections qui seraient raisonnables et d'autres non raisonnables ou valables ou valides et non valides. Et toi, j'ai l'impression que tu ne fais pas ce distinguo-là. Mais par contre, en fait, ce que moi j'ai oublié de dire tout à l'heure, s'il y a une objection qui répond vraiment à la question « oui, il va y avoir des conséquences fâcheuses sur moi ou sur quelque chose », et je dis quelles conséquences, et il n'y a pas photo, tout le monde fait « ah oui, effectivement ». Du coup, dans ma tête, ça devient une objection raisonnable, et du coup, je stoppe le processus de traitement. Ça y est, elle est traitée, l'objection, elle est raisonnable. Et du coup, je pose la question, est-ce que quelqu'un a une nouvelle proposition qui va tenter de satisfaire le besoin de la première proposition, mais qui va lever cette objection ou ces objections raisonnables? Et donc, dans le traitement des objections, celles qui sont non raisonnables, généralement, j'accompagne la personne, comme le disait Aurélien, à se rendre compte que, ah bah oui, elle n'est pas raisonnable, donc je décide de la lever moi-même. Tu vois, c'est la personne à qui je dis, OK, donc tu la lèves ou pas? Et si tu ne la lèves pas, je la note au tableau et je la prends comme une objection raisonnable, même si peut-être moi je considère qu'elle n'est pas raisonnable. Et je pose la question, est-ce que quelqu'un a une nouvelle proposition? Du coup, toi, dans ton process, comment ça se passe si tu ne fais pas ce distinguo? Ouais. Je ne fais pas ce distinguo, donc j'aime beaucoup les gestes de Denis. Hein. C'est soit c'est OK, soit je fais un cadeau. Donc, quand je vais noter l'objection, c'est là où il y a un temps de clarification pour comprendre l'objection, pour y donner du sens, parce que surtout quand le groupe a un peu de maturité, l'expression n'est pas si simple que ça. Donc, il y a tout un temps de dialogue pour que la personne, elle aille plus loin que la première expression et que souvent on arrive, j'ai envie de dire, à une valeur ou une intention qui est importante. Quand elle pose ça, il y a quelque chose derrière qui est plus important que sa première expression. Donc je vais chercher de la valeur et du sens et on a un dialogue autour de ça pour clarifier quelle est son objection, donc pas pour clarifier si elle est valable ou pas. Donc ça va. Donc je la prends, quel que soit le type d'objection. Et une fois, ensuite, quand on la traite, quand on essaye quand on est dans la phase de lever des objections, en fait, je ne suis pas forcément sûre, est-ce que quelqu'un a une proposition? Je demande au groupe de rentrer dans un dialogue, quelquefois, parce que quelquefois, c'est un sujet où il y avait besoin par exemple, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, le planning, j'ai entendu une préoccupation. » Et moi, je n'ai rien contre cette histoire. Tiens, c'est chouette aussi de l'appeler comme ça, mais pour moi, une préoccupation, c'est aussi une objection. Et en fait, la personne, elle a l'impression qu'on va se mettre un caillou dans la chaussure si on n'a pas clarifié cette histoire-là. Donc, elle vient juste bonifier. Ça ne remet pas du tout en question la proposition de base, initiale.
ça vient juste compléter l'histoire. Et l'intelligence collective, là, c'est chouette parce que quelqu'un avait la vision qu'il manquait un bout à l'histoire et a rajouté le bout. Et ça n'annule rien du tout, ça vient juste compléter. Donc, pour moi, c'est aussi une objection. Quelquefois, des gens ont besoin, en fait, d'avoir d'autres points de vue pour se faire leur propre point de vue. Et donc, le groupe, il n'est pas dans une proposition, dans quelque chose qui vient proposer, il est dans un échange qui aide l'ensemble, dont la personne qui a eu l'objection, à faire mûrir sa pensée, à pouvoir faire un pas de côté, à pouvoir voir, quand on parle de l'éléphant, si elle voyait que le bout de l'oreille, avoir quelque chose de plus global. Et quelquefois, en rentrant dans ce dialogue-là, et donc moi, mon rôle, il est de veiller à ce qu'on soit pas, qu'on reste dans quelque chose de bienveillant, qu'on ne dise pas à la personne t'as faux, c'est nul de penser comme ça, mais que les gens en fait sont en train d'amener d'autres points de vue qui vont aider la personne à mûrir dans son point de vue à elle. Et en fait, il n'y a pas de proposition à cet endroit-là. On est en train en fait d'apprendre à se connaître et de faire avec le point de vue des autres. Et bien souvent, dans ces moments-là, cette objection qui pourrait, selon tout ce qu'on vient de dire, ne pas être une objection raisonnable, eh bien, elle va se résoudre dans le dialogue. Et donc, c'est pas centré sur moi, c'est le groupe qui, en fait, rentre dans une discussion. Et pour moi, ça aide aussi le groupe à mieux se connaître, à mieux connaître les enjeux des uns et des autres, les valeurs des uns et des autres. Donc, c'est pour ça que moi, je ne fais pas ce travail de regarder si elle est raisonnable ou pas. Mais tout le travail que vous faites pour regarder si elle est raisonnable ou pas, alors on le fait avec le groupe. Et c'est le groupe. Et moi, je suis juste là pour faciliter les échanges, pour peut-être veiller à ce que la parole soit, entre guillemets, impeccable, dixit accord Toltec. Donc moi, j'utilise, c'est vrai, j'ai pas dit, souvent j'utilise les accords Toltec et ça donne un repère aux gens sur je ne le prends pas personnellement, je ne fais pas de suppositions. Moi, je dis, OK, vous faites des suppositions, pas de problème. Sachez que c'est une supposition et on vient vérifier. Et donc, j'aide les gens à rentrer dans un dialogue pour que tout soit sur la table et que ça ne repose pas sur moi, mais que j'aide et je facilite la conversation et la parole. Donc voilà, est-ce que j'ai ajouté un peu, est-ce que ça clarifie? Ouais, super. Merci Isabelle. Je vais passer la parole à Pierre puis à Aurélien. J'aimerais bien aussi qu'à un moment donné, puis ce sera sans doute la fin de notre échange, vous puissiez dire comment vous traitez les objections dites raisonnables du coup les autres. Est-ce que comme moi, vous posez la question, est-ce que quelqu'un a une nouvelle proposition et vous attendez que quelqu'un lève la main? Est-ce que comme à l'Université du Nou, vous ouvrez un espace de débat? Parce que j'ai découvert ça à l'UDN, en fait, c'était carrément un espace de débat où devait se construire une nouvelle proposition ou est-ce que vous faites de manière différente? Alors, Pierre, tu avais sans doute autre chose que tu voulais dire avant. Ouais, je voudrais juste dire que cette histoire de raisonnable ou pas raisonnable, moi, ce que vient de dire Isabelle, c'est assez, je me reconnais pas mal là-dedans. J'ai l'impression que c'est comme ça que je fonctionne. Et pour moi, c'est ça que ça veut dire une objection raisonnable. Ça veut dire qu'à un moment donné, au terme d'un échange qui peut durer un certain temps ou pas, ça dépend des groupes, ça dépend, le groupe est en mesure de comprendre quelle est l'objection de la personne. C'est quoi qui la gêne, c'est quoi qui gratte, c'est quoi qui va être préjudiciable, qui serait préjudiciable si on prend la décision. Voilà. Et de fait, c'est pas que quelqu'un, et surtout pas l'animateur, décide tout seul dans son coin si c'est raisonnable ou pas raisonnable, mais c'est que au moins une personne, à un moment donné, arrive à formuler de façon compréhensible par le groupe, c'est quoi le problème, c'est quoi l'objection, elle est où là, d'accord? Parce que ça, il est indispensable que si personne n'est en mesure de comprendre quoi que ce soit à ce qui se dit, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer qu'il y a objection. Il faut aussi, dans les situations qui sont rares, mais qui arrivent, que Wivine nous a présenté, quelqu'un qui veut tout bloquer parce qu'il veut tout bloquer, il faut qu'il y ait un processus qui permette de lui dire « Désolé, mais là, ton attitude, c'est juste une prise de pouvoir, ce n'est pas une objection que tu formules. » Et c'est tragique d'en être réduit à passer à une élection à la majorité, parce que ça décrédibilise, comme Wivine l'a dit, tout le processus de prise de décision par consentement.
Donc, c'est ça que moi j'entends par raisonnable, c'est qu'il y a la possibilité pour au moins une personne, puis à travers elle, après tout le groupe, de comprendre qu'est-ce qui se joue chez la personne et pourquoi elle considère que la décision qu'on va prendre a des effets pernicieux, comme dit Yanis. Voilà. Et de fait, c'est un travail pour le groupe. Après, ce qui est un petit peu... c'est difficile de définir une méthodologie de traitement des objections, parce que ça dépend vachement à qui on a affaire, quelle est la maturité du groupe, l'expérience du groupe. Voilà. Donc, pour moi, ce qui est le plus intéressant, ce qui serait intéressant, c'est plutôt de se partager sur c'est quoi les conditions nécessaires pour pouvoir faire une précision par consentement comment dire, pertinente, quoi. Parce qu'on voit et on entend pas mal de choses sur des gens qui ont fait des expériences de précision par consentement et qui n'ont rien compris ou qui ont vécu ça comme une manipulation. Parce que en fait, les conditions pour faire une précision par consentement n'étaient pas réunies. Il n'y avait pas la liberté de parole, les objectifs de la décision n'étaient pas clairs. Pour formuler une objection, c'est parce que je considère qu'il y a un objectif à atteindre et que la proposition qu'on me fait est contraire à l'objectif. Mais si l'objectif n'est pas clair, comment je peux formuler une objection, moi? J'ai aucun moyen. Voilà. Bon, est-ce que j'ai les informations dont j'ai besoin pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit, etc. Voilà. Donc, c'est plus ça, me semble-t-il, qui serait intéressant de partager, que des méthodes de traitement qui, dans le fond, même si on a les méthodes différentes, je pense qu'on va au bout du compte à peu près au même endroit, quoi. Enfin, voilà. Et dis-moi, Pierre, comment tu fais si tu animes une décision par consentement? Moi, je dis que j'ai une objection et je dis, voilà, si on prend cette décision, il va y avoir telle conséquence fâcheuse sur moi. Par exemple, ça va me rajouter 5 heures de boulot et en ce moment, je suis complètement débordé. Donc, non, j'ai une objection. Qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que, comme moi, tu poses la question, est-ce que quelqu'un a une nouvelle proposition ou tu fais autrement? Non, je prends acte et je dis comment on peut faire. Je commence par m'adresser à toi. Qu'est-ce qui pourrait permettre de lever l'objection? Alors, tu peux me dire, moi, je n'ai pas d'idée. À ce moment-là, je vais passer à la personne d'à côté en disant comment on pourrait faire pour. Ou alors, tu peux me dire, moi, je veux bien accepter, mais à ce moment-là, il faut me dégager d'un autre partie de mon travail pour que je puisse prendre du temps pour faire ce travail-là. On va chercher une solution ensemble. Et là, pour le coup, je suis à fond dans l'histoire de l'intelligence collective. Tout ce qu'a dit, tout ce que vous avez tous dit, ça me va très, très bien. Je me reconnais pleinement là-dedans, quoi. Il faut faire en sorte que tout le monde, en apportant sa pierre à l'édifice, puisse permettre de trouver une solution qui fasse avancer le schmilblick. OK. En tout cas, la technique est quand même différente. Merci, Pierre. Aurélien. Oui, merci Yanis de me donner la parole. En fait, je voulais juste rebondir par rapport à ce que disait Isabelle plus tôt, parce que pour moi, on touche vraiment un point essentiel, on n'en a pas forcément parlé. C'est cette histoire d'objection. Qu'est-ce qu'on fait quand l'objection est, on va dire, non valide ou non raisonnable? Des fois, on a tendance à juste dire, OK, bon, on ne la reçoit pas, et finalement, on reste avec ça. Et je trouve ça dommage parce qu'on se passe d'une intelligence, des fois, qui est assez incroyable, parce que tellement de fois, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une objection raisonnable, mais pourtant, cette objection qui n'est pas raisonnable, elle vient enrichir la proposition initiale, elle vient la renforcer, et finalement, c'est vraiment un gain pour tout le groupe. Et je trouve que là, vraiment, on touche du doigt l'intelligence collective, parce que c'est quand même le but, et la prise de décision par consentement, très clairement, elle permet de faire intervenir l'intelligence de chacun dans un objectif et une proposition commune. Et voilà, et je trouve que je voulais vraiment en reparler parce que c'est pour moi un point qui est vraiment essentiel et crucial. Et j'en profite du coup pour la suite parce que je rejoins complètement avec je rejoins complètement Pierre par rapport à ce qu'il disait. Moi, je pars du principe que c'est la personne qui a émis son objection qui est la plus à même de faire une proposition. Donc, du coup, naturellement, une personne qui a objecté, je lui demande, est-ce que tu as une proposition, une nouvelle proposition qui peut lever ton objection? Et très souvent, en fait, la personne en a une. Et après, effectivement, s'il a des difficultés à trouver une nouvelle proposition, j'invite le groupe
Enfin, je demande, est-ce qu'il y a une personne qui aurait une nouvelle proposition? Donc voilà, j'ai dit. Merci. Merci les amis, je vois que les mains continuent de se lever, donc c'est super. Et en même temps, je vois que le temps avance. Donc, je vous propose un dernier tour de cercle avec Denis, Isabelle. Et puis, si c'est OK pour les autres, on fera notre ronde de clôture. Alors, Denis. Oui, Denis, Wivine, Isabelle. Ouais. Ouais, pour faire du chemin sur ce qu'il dit, c'est l'autre question, la question qu'on pose pour voir si les gens ont une objection. Premièrement, j'ai un petit désaccord avec conséquences fâcheuses ou risques. J'aime mieux parler de conséquences non désirées. Parce que peut-être que ce n'est pas nécessairement un risque, ce n'est pas nécessairement fâcheux. Il peut avoir tout simplement la raison que la proposition n'amène pas de valeur à l'organisation. Alors, il n'y a pas de risque, mais le risque, on va juste perdre notre temps à faire cette chose-là. Alors, peut-être d'élargir un peu ça. Puis, l'autre versant de la question que j'aime poser, puis là, ça répond à ce que Aurélie disait, mais est-ce qu'il y aurait un moyen évident de l'améliorer ici et maintenant? Est-ce qu'il y a des idées maintenant qui font qu'on peut l'améliorer? Alors, pour moi, ça pourrait être un motif d'objection dans le sens, mais vous n'avez pas pensé que, mettons, Yanis, tu dis, moi, j'ai pas de temps, mais on a-tu pensé au nouveau, là, qui gratte son ordinateur parce qu'il n'y a rien à faire? Alors voilà une façon d'améliorer la proposition de façon évidente. Alors, je pense. Merci, Denis. En fait, ton exemple n'est pas bon. En France, on ne gratte pas son ordinateur, même si on se fait chier. Il y a vraiment qu'au Québec où on passe son temps à gratter son ordinateur. Ouais, je viens de l'inventer, mais quand on dit, quand on est impatient, là, qu'on veut faire quelque chose, là, on gratte quelque chose, non? Bon, Wivine, on va voir si toi aussi tu grattes ton ordinateur ou si tu as une expression aussi En incroyable. Belgique, pas trop, non. Moi, j'avais deux petits points. Un, Yanis, par rapport à ce que tu disais, si quelqu'un dit, voilà, moi, ça me rajoute 5 heures de travail, enfin, donc, objection. Moi, si je réfléchis dans les cas où je suis, en fait, de façon générale, là où je travaille la gestion par consentement, en général, il y a un groupe qui a eu un mandat pour travailler sur une proposition qu'on discute. Et pour moi, ça pointe que la proposition n'était pas mûre, parce que c'est bizarre que quelqu'un découvre au moment de la gestion par consentement que ça va lui faire 5 heures de travail. Ça veut dire qu'au moment où on a créé la proposition, ben, il y a eu un truc qui a bugué. On n'a pas été voir ce gars à qui ça provoque 5 heures, ou bien on ne le savait pas. Et là, pour moi, je reviens à l'exemple que j'ai donné, on peut aussi avoir le truc de, ben non, ça ne te provoque pas 5 heures, en fait, on l'a prévu par un autre processus qui fait que ce n'est pas chez toi la charge de travail, et parfois c'est juste de la clarification, et donc ce n'est pas vraiment de l'objection. Enfin voilà, c'est un point sur comment je fais dans ces cas-là. Et par rapport à l'autre point où maintenant je ne sais plus quoi penser, mais j'entends le truc de, tiens, parfois, si ce n'est pas une objection, ça permet quand même de bonifier la proposition. Et moi, je me rends compte que je travaille beaucoup sur l'économie d'énergie, beaucoup dans le non-marchand en Belgique, et où je vois beaucoup de gens qui s'épuisent avec plein d'énergie pour chaque fois chercher la meilleure solution. Et moi, dans ce non-marchand, je travaille vraiment beaucoup en fait, on ne cherche pas la meilleure solution, on cherche une solution qui nous fait avancer. On pourra la faire encore mieux après si on veut. Mais pour moi, là, on est à la limite du piège de quelqu'un va dire, mais en fait, j'ai encore une meilleure solution. Et alors, on ne décide pas, en fait. Mais on ne décide pas et on prolonge les discussions. Et dans le contexte où moi, je suis du non-marchand qui a moyens limités, peu de temps de réunion, c'est beaucoup des gens qui sont sur le terrain, dans le social, avec des bénéficiaires, etc. Et en fait, c'est compliqué, ça, d'avoir le temps de réunion pour discuter, rediscuter et encore bonifier. À un moment, il faut se dire, OK, on a une idée, elle ne porte pas à préjudice, donc on la met en place, on pourra réévoluer. Et en fait, on peut y aller, on tente, on fait un pas, et puis on fera le suivant, et on fera le suivant. Mais sinon, on retombe dans un truc où on se dit toujours, on pourrait peut-être faire mieux, alors on ne fait rien. Et voilà, dans le non-marchand, en tout cas en Belgique, moi, je constate que c'est un piège, enfin un truc contre lequel je lutte dans mes interventions dans les réunions d'équipe. Voilà, les deux petits points, j'ai dit. Merci, Wivine, Isabelle. Avec ton micro, Isabelle. C'est tout de suite plus percutant, hein, ce que tu dis. Juste rajouter 3 choses. Moi aussi, j'insiste beaucoup, comme d'autres l'ont dit, sur le parcours de la décision, parce que c'est ce que j'appelle tout ce que vous appelez tout travail en amont, etc. Pour qu'on arrive là, il y a un parcours, et donc j'insiste cette notion de parcours-là.
Il y a j'ai vu aussi le dessin que tu nous as proposé, Denis. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de métaphores ou de comparaison avec le consentement éclairé dans le monde médical. Moi, j'interviens beaucoup dans le médico-social et dans l'accompagnement des gens. Et en fait, si je présente sur le fait que demain, on va me proposer de m'enlever un membre, de me faire une chimio, etc., comment ça se fait que je vais donner un consentement à ce bazar-là alors que… Donc, en général, ça vient… Souvent, les gens, comme c'est un exemple qui est aussi un peu percutant pour eux, qu'ils ont vécu soit pour eux, soit dans leur entourage, il y a une posture qui peut… Ça peut les aider à se mettre dans une posture de décision par consentement. Et donc, je leur parle aussi soit de systémie, soit d'agilité sur le fait, et là je rejoins ce que disait Lupine, c'est qu'on ne cherche pas la solution qui va nous donner le Graal, parce que sinon on va jamais la trouver. Mais je parle beaucoup d'une espèce de curseur et comment est-ce qu'on va faire bouger le curseur de l'histoire pour aller vers ce qu'on voudrait. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des outils, des pratiques narratives qui s'appellent des déclarations de position. Et j'ancre en fait dans mes groupes cette notion-là, ce qui fait que cette dynamique de marcher ensemble et d'avancer, elle se met en place. Et une autre chose sur laquelle j'avais envie de compléter, c'était par rapport à ce que disait Aurélien. Moi, j'aime bien ce qu'il dit, et j'ajoute quand même que quand lui il dit, moi, je propose à la personne qui a donné l'objection peut-être elle a une proposition, et je trouve ça super. Et en même temps, je fais très attention parce que dans certains groupes, les gens à la fin, dans des groupes où j'évolue, hein, ça dépend des milieux dans lesquels on travaille, en gros, plus personne ne dit rien parce qu'il faut que tu aies la solution derrière et c'est toi qui vas prendre en charge. Donc, il y a un piège derrière ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, je ne commence pas par cette personne-là, je la laisse écouter, puis à un moment, je reviens vers elle, bien évidemment, parce qu'il est très, très fort possible qu'elle ait une… Mais je prends quelque chose de détourné parce que le piège à la fin, c'est je dis plus rien parce que ça va me retomber dessus. Je vais devoir et faire une proposition et la prendre en charge. Ouais, c'est juste ça n'annule pas ce que tu dis, Aurélien. C'était juste pour compléter. Et voilà, j'avais juste ça. Merci Isabelle. Allez, Nathalie, si possible de manière synthétique, et puis on se fera notre petite ronde de clôture après. C'était pour répondre à la question comment, quand il y a une objection qui est valide, du coup, qui est actée, comment on la traite. Moi, je me rends compte qu'effectivement, je ne fais pas comme Aurélien dit. Ça, c'est quelque chose que je disais au début quand je venais d'être formée sur le fait que c'est la personne, je disais même c'est la personne qui émène une objection qui doit s'engager derrière à élaborer une nouvelle proposition. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus du tout ni dans ma manière de faire, ni dans mes croyances. Non, j'ai tendance à faire plutôt comme Yanis dit. Est-ce que quelqu'un aurait l'élan de travailler sur une nouvelle proposition, en fait? Parce que des fois, on peut avoir être la personne qui a posé l'objection et qui était argumentée et qui a bonifié, du coup, et qui a apporté un élément fort dans l'intelligence collective. Mais pour autant, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie derrière de retravailler sur une proposition. Et ça va être une autre personne qui n'avait pas beaucoup apporté de choses, mais qui a bien écouté et qui, du coup, a le temps, l'élan et puis des idées ou je ne sais quoi. Et enfin, voilà, ça va dépendre, en fait, du coup… c'est un peu la même réponse, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais là, en l'occurrence, ça dépend aussi dans le groupe à ce moment-là. Et avec ça, j'ai dit. Ok, merci. Alors, je vois que Lumna, tu as une manière originale de demander la parole. C'est de mettre un P dans le chat. C'est ça? Oui, parce qu'en fait, je n'ai pas le truc pour lever la main. C'est sans doute que tu as une très, très, très vieille version de Zoom. Alors, il faut la mettre à jour. Parce que ça a changé il y a plus d'1 an, ça, quand même. Non, en fait, selon le terminal avec lequel que j'utilise, parfois il y a les réactions et parfois il y a lever la main. Donc, je ne sais pas. Bref. Bon. Et sinon, n'hésite pas à lever la vraie main. Oui, ok. Allez, je te donne le mot de la fin sur ce dernier tour. Okay. Chez nous, on dit qu'il y a un problème d'interface biologique. D'accord. Je voulais juste revenir sur l'importance du travail en amont. Comme dans les cercles, il y a des pré-cercles. Pour moi, c'est très important de nourrir ce qu'on appelle nourrir le centre, c'est-à-dire qu'il y a une phase avant pour nourrir le centre, de manière à ce que la proposition émane en fait du centre et pas juste d'une personne en fait.
Et aussi, ce que j'ai noté, c'est en fait, pour moi, c'est dans cette phase-là qu'on travaille les besoins par rapport aux stratégies. Parce que souvent, ce qui fait, en tout cas pour moi, qu'un processus peut ne pas aboutir, c'est que la personne reste fixée sur une stratégie. Et du coup, ça devient, est-ce que c'est ma stratégie ou ta stratégie, plutôt qu'un besoin qui peut être voilà, nourri par différentes façons. Et une fois qu'on descend à ce niveau-là, c'est plus facile en fait d'arriver à une proposition qui est vraiment au centre que si on reste sur le niveau des stratégies. Donc, c'est pour ça que ouais, je plus vois ce qu'a dit Vivine tout à l'heure, c'est qu'en général, si ça coince, c'est qu'il y a eu un problème au départ pour préparer la proposition. Et j'ai entendu plusieurs fois cette notion du temps, c'est-à-dire que le temps presse. Pour moi, si le temps presse, c'est que la proposition n'est pas prête. Et alors, à un moment donné, soit il faut trouver un autre espace, soit en fait, on va partir sur une plus petit pas possible, comme ce qu'on fait en CNV, c'est-à-dire au lieu de rester sur le gros truc, bah, quel est le plus petit truc sur lequel on est d'accord, comme ça on avance, et puis après, on revoit, quelqu'un revient la prochaine fois avec une proposition plus ambitieuse, voilà. Mais je trouve un petit peu dommage de repartir from scratch et de dire, voilà, nouvelle proposition, alors qu'on avait déjà des choses là qui peuvent construire, en fait. Donc, si c'est juste, voilà, c'était les 2-3 trucs que je voulais rajouter. Voilà, j'ai dit. Merci, Lumna. Aurélien, tu as levé la main? Alors, je vous interdis maintenant de lever la main. C'est vraiment le mot de la fin, Aurélien, très court, et après, ronde de clôture. Non, je fais vraiment très très court, c'était pour rebondir par rapport à ce que disait Nathalie. En fait, j'ai pas dit que je le faisais systématiquement, que quand une personne a émis une objection, de lui demander si elle avait une nouvelle proposition derrière. Mais alors moi, c'est mon expérience qui me fait dire ça. Ça se sent en fait. Il y a même des fois les personnes, quand elles émettent leurs objections, qui commencent à dire mais on peut faire mieux. Et elles ont déjà pensé à une nouvelle proposition. Mais du coup, c'est vraiment à l'animateur ou facilitateur, facilitatrice de sentir ça. Mais ça, je ne le fais pas systématiquement. Et effectivement, j'ai trouvé ça aussi très pertinent ce que tu disais, Isabelle, que ce ne soit pas systématique pour ne pas mettre la pression à la personne en se disant attendez, si j'objecte, forcément, il faut que je propose derrière. Mais pour le coup, moi, je le sens, je pense bien le sentir, mais des fois, je dois me tromper aussi. Hein. Mais effectivement, c'est intéressant. Merci pour vos retours. Jésus. Ok, les amis, eh ben, ça fait 1h50 qu'on y est, mine de rien. Et moi, dans 10 minutes, je vais devoir animer au moins, je ne sais pas, une dizaine de décisions par consentement. Alors maintenant, je suis complètement paumé, grâce à vous. Je ne sais pas comment je vais faire. Non, je fais ma petite ronde de clôture. Je vous remercie. Je pense que je vais avoir besoin de réécouter un petit peu. Ça m'a donné envie de me faire inviter à Nantes chez Isabelle pour qu'elle me montre, parce que j'ai l'impression qu'elle s'inspire de plein d'autres choses intéressantes. Alors, je sais qu'elle travaille avec des gens que j'aime beaucoup et voilà, qui ont des sources d'inspiration différentes mais complémentaires. Voilà, il y a ça. Et puis, en fait, à vous écouter, à un moment donné, je me suis dit, mais 2 heures, c'est trop court. Il y a plein d'autres sujets qui me viennent à l'esprit au-delà de l'objection pure, là. Et puis, je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin? Là, aujourd'hui, voilà, on a juste partagé. Est-ce qu'on ne pourrait pas construire quelque chose qui nous semblerait un petit peu optimiser les choses, même s'il y a une partie, OK, ça peut être bien que chacun puisse avoir la liberté de faire un peu comme il le sent. Mais en même temps, on pourrait avoir quelque chose d'un peu commun, comme une espèce de base sur laquelle chacun pourrait après faire un peu au feeling et tout ça. Moi, ça me semblerait intéressant, mais il faudrait plus de temps. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être tester dans le groupe de facilitateurs s'il n'y a pas des gens qui veulent se retrouver en présentiel, maintenant qu'on peut se retrouver en présentiel. Alors forcément, pour Denis, ça va être emmerdant, mais, sauf si on vient chez toi. Hein, tu nous invites et puis on vient tous au Québec faire ça. Mais peut-être faire un groupe en France et puis après voir s'il y a des ponts qui peuvent se faire en visio ou autrement avec d'autres plus tard.
En tout cas, ça m'a donné cette envie-là. Entre autres, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, c'est la phrase qu'utilisait Gilles Charret: « Tout le monde peut s'objecter sur tout et à n'importe quel moment ». J'ai vu que ça faisait réagir un autre expert au sein du Centre français de sociocratie et j'avais envie de débattre avec lui là-dessus, mais en fait, autant faire ça avec d'autres. Donc, je pense que je vais utiliser les différents groupes pour lancer une petite dynamique, pour se poser des questions d'experts. Voilà, donc ravi, merci, vous avez satisfait mon besoin de curiosité, d'en apprendre plus, de remettre en question ma manière de faire pour essayer d'optimiser et de m'améliorer. J'ai dit et je passe la parole à Isabelle. Hey. Oui, j'ai un micro qui marche, super. Écoute, ronde de clôture. Moi, je suis ravie. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture attendu pour moi et pas mis en place, donc une opportunité saisie. Merci pour les partages et l'authenticité. Moi, je me sens nourrie par ça. Sur l'accueil, j'ai envie de dire la transparence et le partage d'en diffuser plus. Moi, j'ai pas envie de produire aujourd'hui. Là, je réagis à ce que dit Yanis. En fait, je me rends compte que j'ai d'abord besoin de liens et je suis contente de trouver ces liens-là et que l'idée de transformer ça va être nourrie de tout ça. Donc, voilà, je repars satisfaite d'avoir fait le choix de prendre 2 heures avec vous. À bientôt. Et tu passes à... Je passe la parole à Aurélien. Merci Isabelle. Écoutez, c'était très riche et stimulant ces échanges. Moi, ça m'a beaucoup nourri. J'ai passé vraiment un bon moment. Les 2 heures sont passées à une vitesse incroyable. Donc, en tout cas, c'est toujours bon signe, ce genre de choses. Et je me sens relié. Je pense que c'est vraiment le mot. Ça me fait toujours du bien de sentir que voilà, je passe un moment partagé avec des gens avec qui je partage des valeurs. En tout cas, quand on fait de la sociocratie en général, c'est, je pense, jamais par hasard. Donc voilà, des belles rencontres et c'était très, très chouette ce moment en votre présence. Donc merci à tous et belle journée. J'ai dit et je passe à Loubna. Merci. D'abord, merci Yanis pour ce cadeau que tu nous fais là aujourd'hui. Et, et merci à tous pour votre générosité, pour votre partage. Donc voilà, je suis un peu comme Yanis en général, j'essaie tout de suite de penser à qu'est-ce qui vient après et en même temps, je me dis, je vais prendre le temps déjà de goûter ça, de débriefer avec moi-même de quoi je suis sortie de là. Mais du coup, voilà, je ne peux pas m'empêcher non plus de noter quelques petites perles de ce que j'ai retenu. Du coup, peut-être si je le fais, je vous le partage. Et voilà, et puis sinon, au plaisir, j'ai dit. Et tu passes? Et je passe à Vivine. Moi, j'ai envie de vous dire merci. C'était 2 heures parfaitement investies. Je trouve que c'est vraiment des moments, voilà, c'est des moments de reconnexion aussi à sa pratique, à ce qu'on fait, pourquoi on le fait, de s'ouvrir à d'autres manières de faire et d'aller titiller là où on se dit, tiens, effectivement, je pourrais tester autre chose. Et donc, ça permet de rester pertinent, je trouve, dans les interventions qu'on fait parfois fort seul face à des groupes parfois plus compliqués. Voilà, merci vraiment. Et je passe la parole du coup à Nathalie. Merci. Moi, je me sens vachement nourrie par tous ces échanges. Je suis contente qu'il y ait eu un enregistrement parce que je crois que je vais avoir envie de revoir l'enregistrement. Et d'ailleurs, je fais la demande à Yanis. Je crois que tu as eu des contributions de personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Si tu peux nous les partager, moi, je serais vraiment preneuse.
ça m'a donné envie, moi, de refaire mes visuels, en fait, parce que je me rends compte qu'ils étaient vraiment tels que j'avais appris. Et en fait, avec la pratique, j'ai appris de nouvelles choses et donc, du coup, j'ai envie de les modifier. Ça m'a vraiment fait dire ça. Et notamment, j'ai déjà changé, en fait, le non raisonnable et raisonnable, j'étais pas bien avec ça, moi, depuis. Donc, c'est pour ça que je l'utilisais pas trop à l'oral, mais il était sur les visuels. Et là, je viens de changer en valide et non valide. Temporairement, je vais peut-être encore changer ça, mais en tout cas, ça me va mieux. Et j'ai modifié aussi conséquences fâcheuses en conséquences non désirées, parce que ça m'a bien parlé, ce qu'a dit Denis aussi. Et voilà, donc pour l'instant, j'ai juste fait ça, mais je crois que je vais revoir l'enregistrement et puis prendre plein de choses qui ont été partagées. Donc, merci à tous. Je me sens pleine de gratitude. Avec ça, j'ai dit. Et je passe la parole. Qui n'a pas parlé? Pierre? Ah, mais Pierre est-il là? Ah, c'est le seul qui est plus devant sa cam. Donc, Mais Denis, tu as pris la parole? Oui, je vais prendre la parole. Ok, super. Merci beaucoup. Je suis certain qu'on a tous vécu des moments où on a trébuché comme facilitateur lorsqu'il y a eu des objections. Et c'est toujours agréable et instructif d'apprendre des erreurs des autres. Alors, on va pouvoir faire nos propres erreurs. Mais non, mais j'ai beaucoup appris ce matin, puis je suis content d'être connecté à ce nouveau groupe-là. Et puis, je voulais juste vous terminer en vous laissant avec une petite image de la cour chez moi qui illustre un peu l'automne au Canada. Alors, voici notre magnifique arbre chez nous qui trône dans la cour. Alors, un peu de beauté pour vous laisser au lieu de ma vieille face vieillissante. et tu passes à? On passe à Pierre, je crois, qui reste. Ouais, j'ai l'impression qu'il est parti. C'est son mot de la fin. Bon, allez, moi, je fais comme Denis. Ouais, c'est son mot de la fin. Il a préféré être au téléphone. Tout le monde a pris? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par couper. Alors, vous pouvez faire comme Denis, hein, nous montrer un peu les extérieurs. Et puis, j'aime bien l'idée aussi de Lumna, là, qu'elle a improvisé en disant que peut-être elle allait penser à des pépites et nous les partager. Alors, comment on peut faire ça, par contre? Parce qu'en fait, ouais, tout le monde n'est pas sur le groupe Facebook des facilitateurs. Denis, tu n'y es pas, toi? Je viens de me rajouter, là. Ah, super. Du coup, tout le monde y est. Non, Pierre, il ne doit pas y être. Mais Wivine, toi, c'est via ce biais-là que tu as eu l'info. Oui, moi aussi. Aurélien, tu y es. Isabelle aussi. Bon, on va dire que… Moi, j'y suis pas. Tu n'y es pas, toi? J'ai pas Facebook. Et on ne peut pas contribuer sur un Framapad et puis partager le Framapad Ouais, alors le truc après, c'est qu'il faut les adresses mail de chacun, tu vois. Et… Ah oui, mais tu nous as envoyé par mail, là, non? Le Zoom. On l'a reçu par mail, non? Non, parce qu'en fait, dans le Framapad, j'avais demandé… Bon, on peut déjà couper la vidéo, mais on va trouver un moyen pour s'envoyer les infos, enfin nos pépites, comme disait Lumna. Bon, à bientôt à ceux qui nous ont regardés jusqu'au bout. Et puis à vous, à très bientôt. On va trouver avec Nat, on va chercher le moyen de communiquer. Peut-être si tout le monde laissait son mail